Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte la Polestar 4 2026, quatrième produit de la marque Polestar, marque suédoise qu'on connaît de plus en plus et qui a une très proche affinité, bien sûr, avec le constructeur Volvo. Ce sont essentiellement des produits Volvo, mais qui jouent une carte de performance supérieure et qui tentent de se distinguer avec des designs, avec des approches qui sont propres à cette division de Volvo, si on peut l'appeler ainsi. C'est pas géré de la même façon, sauf qu'en même temps, les gens ne sont pas dupes. Les concessions Polestar sont toujours affiliées à une concession Volvo, surtout chez nous au Canada, et on reconnaît un lien direct entre les deux marques, évidemment, qui se partagent des technologies, des philosophies, des éléments de design également, comme vous pouvez le constater ici, avec ces phares qui sont semblables à ceux que vous allez retrouver sur les produits Volvo les plus modernes. Cela étant dit, la Polestar 4 joue un rôle d'importance chez Polestar. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui n'est pas tarifé en ce moment, le seul qu'on peut vendre chez nous au Canada dans le contexte actuel. On a abandonné la Polestar 2 pour une raison simple, c'est qu'elle est fabriquée du côté de la Chine et il n'y a plus de possibilité pour le moment de l'importer. Ça pourrait peut-être changer, mais je pense que c'est trop peu trop tard. Ensuite, ça a été le Polestar 3. VUS qui a connu un certain succès chez nous au Québec avec des promotions qui étaient très alléchantes. Malheureusement, c'est un véhicule fabriqué du côté des États-Unis et qui est sujet aux contre-tarifs du gouvernement Carney. Alors, les prix ont augmenté de façon significative. Ces contre-tarifs expliquent d'ailleurs pourquoi on a cessé la commercialisation chez nous du Volvo EX90 qui utilise plusieurs des éléments du Polestar 3. Alors, ce véhicule-là n'est plus offert chez nous au Canada et on conserve donc chez Polestar que la 4, qui est une voiture de fabrication sud-coréenne. Et ça, c'est un sérieux avantage pour Polestar dans le contexte actuel. Bon, évidemment, ce n'est pas un véhicule à très, très grand volume. J'ai peine à croire qu'on réussira à convaincre beaucoup d'acheteurs de VUS traditionnels de passer à une voiture comme celle-là. On la qualifie de VUS du côté de chez Polestar. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez obtenir de série du verre intimité à l'arrière, donc sur les glaces latérales du véhicule. C'est parce qu'elle est qualifiée comme un véhicule utilitaire et non pas comme une voiture traditionnelle. Évidemment, c'est un véhicule qui suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup de réactions sur le plan esthétique en raison de l'absence d'une lunette arrière. C'est le premier véhicule du genre qui est commercialisé comme ça chez nous au Canada. La Polestar 5 adopte aussi cette philosophie d'une absence de lunette arrière, elle qui dérive directement du concept Precept qui avait été présenté il y a déjà plusieurs années. Alors, on remplace la lunette arrière par une lentille, par une caméra qui est reliée au rétroviseur, une lentille qui peut se déplacer légèrement, qui est auto-nettoyante et qui finalement réussit à faire le travail d'une lunette arrière. Ça aussi, on va y revenir un peu plus tard, mais évidemment, ça ne laisse pas les gens indifférents et ça fait en sorte que du trois-quarts arrière, ça a un look assez particulier. Personnellement, je qualifie la Polestar 4 de voiture. En fait, la compétition en ce qui me concerne de ce produit-là, c'est la nouvelle Audi A6 e-tron, qui est une voiture à 5 portes également, 100% électrique, qui existe en version A6 et en version S6, avec des puissances qui se rapprochent de celles de la Polestar 4 à 2 moteurs. Alors, chez Polestar, évidemment, on fait les choses un peu différemment. Il n'y a pas de traction intégrale de série comme du côté de chez Audi. On propose donc un modèle single motor propulsé, 268 chevaux de puissance. Et sinon, on passe à la version dual motor, ce qu'on a ici, où là, la puissance est carrément doublée. Vous êtes à 536 chevaux, 400 kW de puissance avec cette voiture-là, extrêmement rapide, bien évidemment. 2 moteurs électriques, batterie de 100 kWh, et c'est la même batterie que vous allez retrouver sur la version de base qui est propulsée. Alors, c'est le catalogue qu'on a cette année pour la Polestar 4. Est-ce qu'on pourrait arriver prochainement avec d'autres types de motorisation, avec des batteries de plus petite taille à suivre? Mais pour le moment, c'est ce qu'on joue comme stratégie avec la Polestar 4, qui, encore une fois, à mon sens, est une rivale de l'A6 e-tron. Une voiture de niche, là. Attendez-vous pas à avoir des milliers d'unités de ce modèle-là sur le marché. Les gens qui s'intéressent à Polestar ont davantage d'intérêt vers le VUS Polestar 3, qui
qui coûte passablement plus cher, mais qui est certainement plus pratique et plus traditionnel d'approche, disons ça comme ça, que la Polestar 4, qui joue un jeu entre une voiture et un VUS et qui a cette approche esthétique plutôt particulière. La Polestar 4 est une voiture relativement spacieuse. Évidemment, on se demande qu'est-ce qui se cache dans ce trou noir où il n'y a pas de lunettes à l'arrière et où il y a une paroi qui sépare l'habitacle du coffre. Paroi qui, soit dit en passant, est amovible. Donc, ça vous permet d'avoir accès et ensuite de rabattre les sièges à la façon 60-40 pour avoir un volume utilitaire qui peut atteindre 1536 litres. Et si, évidemment, vous n'utilisez que l'espace arrière, c'est 526 litres de volume utilitaire que vous allez avoir. Bon, évidemment, le fait d'abaisser cette paroi-là, ça ne vous donne pas davantage de visibilité parce qu'il n'y a pas de lunettes, encore une fois. Mais la beauté dans le coffre du Polestar 4 ou de la Polestar 4, c'est le fait qu'on ait un double plancher. Vous pouvez soulever ça. Il y a un espace de rangement sous le plancher pour, par exemple, placer votre câble de rechargement. Et il y a un double fond, ce qui vous permet d'abaisser le plancher du coffre pour gagner quelques litres de volume utilitaire supplémentaire ou pour glisser des objets que vous souhaitez placer sous le plancher du coffre à votre discrétion. La Polestar 4, c'est une voiture bien construite. Rien à dire de ce côté-là. C'est très solide, c'est bien assemblé. Et évidemment, au niveau finition, rien à dire également. Par contre, il y a un vice de conception qui, moi, m'agace. Et je vous reviendrai sur le fait qu'on a des roues de 22 pouces parce que ça cogne passablement dur et ça donne parfois des coups qui se ressentent dans la caisse. Mais sinon, ce sont les portières sans cadre de fenestration qui sont pour moi un véritable irritant. C'est amusant au niveau look, bien sûr, mais ça a ce désavantage de laisser passer quelques bruits éoliens à vitesse d'autoroute qui sont encore plus perceptibles dans une voiture électrique qui est forcément plus silencieuse d'ordinaire. Alors, je vous dirais que c'est un sérieux inconvénient. Ça n'a pas sa place dans ce genre de produit-là et je pense qu'il faudrait revoir cette stratégie-là chez Polestar avec les portières qui, encore une fois, n'ont pas de cadre de fenestration. C'est un peu agaçant. Sinon, c'est une voiture qui est évidemment très silencieuse. On se sent dans un produit de grande qualité, pas nécessairement dans un produit de grand luxe, cela étant dit, parce que la présentation, elle est très, très sobre. Alors, bien sûr, la finition, elle est très belle. Ça n'a rien à voir avec une Tesla, ça, c'est évident. Mais c'est assez générique comme présentation. Et si vous souhaitez avoir un petit peu plus de personnalité, il faut choisir une couleur contrastante ou il faut y aller, évidemment, avec cette version performance qui vous donne des surpiqûres et des ceintures de sécurité de couleur dorée. Un élément que les policiers ne peuvent pas manquer et qui va vous obliger à vous attacher en tout temps, ce qui est en quelque sorte une bonne chose. Mais sinon, présentation très générique. Il y a de l'éclairage d'ambiance qui est intéressant et si vous souhaitez avoir un petit peu plus de lumière à bord, il y a cette possibilité d'une option de toit panoramique fixe dont la densité de lumière peut être gérée selon ce que vous souhaitez avoir. Alors, une option que je considérerais personnellement, c'est pas un toit ouvrant. Alors, il y en a qui seront déçus de ça, mais évidemment, ça élimine beaucoup de risques de problèmes, d'infiltration d'eau, de bruit de vent, etc., etc. Et ça apporte quand même une belle luminosité à bord de l'habitacle. Bon, ce que vous allez avoir devant vous, évidemment, c'est une planche de bord très simple avec deux écrans. Gros écran central de 15,4 pouces avec une technologie qu'on reconnaît qui est propre à Volvo. Là, c'est typiquement Volvo au niveau de la présentation graphique, Polestar également. Il y a un intégrant Google, donc vous allez avoir Google Maps en continu, vous allez avoir l'assistant vocal Google, plusieurs applications également. Et essentiellement, tout passe par l'écran, à l'exception du bouton pour gérer le volume de la radio, la musique qui est sur la console centrale. Bien, vous allez devoir utiliser l'écran pour les commandes de chauffage, climatisation. C'est bien fait, mais ça implique quelques actions répétées au niveau de l'écran pour accéder à ce que vous souhaitez obtenir. Par exemple, passer au siège chauffant, volant chauffant, bien, c'est double action au niveau de l'appui sur l'écran. Même chose pour les commandes de chauffage, climatisation. Et il y a toujours un petit délai d'exécution qui devient vite agaçant et je pense qu'une mise à jour info-nuagique permettrait justement d'améliorer la vitesse d'exécution de cet écran-là qui est un peu plus lente que la moyenne, si vous voulez mon avis. Alors ça risque d'être un irritant pour certains, surtout pour les technophiles, clairement. Vous allez avoir Apple CarPlay, Android Auto sans fil, mais je vous le dis tout de suite,
ça débarque constamment. Il faut souvent déprogrammer son téléphone, le reprogrammer à nouveau, ce qui est absolument pas normal. Mais je conduis le véhicule depuis quelques semaines déjà et je peux vous dire que j'ai dû le faire à plusieurs reprises. Même au concessionnaire, on ne semblait pas comprendre ce qui se passait, mais pour avoir parlé à des gens qui ont acheté des produits Polestar, que ce soit la 2, la 3, ce sont des éléments qui surviennent malheureusement trop souvent. Alors, l'écran, c'est quand même assez facile à utiliser, mais c'est certain que d'avoir des touches physiques pour gérer certaines commandes primaires, ça serait intéressant. Et Polestar a choisi une avenue qui est complètement différente à ce niveau-là. Sinon, derrière le volant, vous allez avoir un second écran où vous allez avoir, et ça, j'aime ça, la présentation de la navigation. Vous allez aussi pouvoir avoir la navigation pilotée, c'est-à-dire que si vous êtes en mode de conduite semi-autonome, vous pouvez essentiellement lire les lignes sur la route avec ce système-là et le véhicule va se conduire de lui-même en vous indiquant ce qui se passe. Et si vous souhaitez faire un changement de voie, le véhicule va le faire automatiquement aussi. Il y a une belle technologie de ce côté-là. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ça fonctionne plus ou moins bien durant la saison froide? Évidemment pas, mais dans un contexte de conduite en de belles conditions, ça fonctionne quand même assez bien. La voiture est remplie de sonores. Quittez la route des yeux, ne serait-ce qu'un instant, et vous allez entendre un système vous rappeler à l'ordre. Vous allez avoir de multiples sonores dès que les capteurs se souillent sur la voiture durant la conduite hivernale. Il y a des caméras latérales, vous l'avez constaté au niveau des ailes avant, mais celles-ci se souillent le temps d'un moment. Pas besoin d'avoir une grosse neige à l'extérieur et déjà c'est souillé. Ça fait en sorte que vous allez avoir des témoins qui vont s'allumer à outrance au niveau de l'écran qui se situe derrière le volant. C'est un peu agaçant, honnêtement. Au niveau des distances que vous devez garder par rapport au véhicule qui vous précède, c'est aussi la même chose. La voiture est très prudente et ça fait sonner le système encore une fois. Il y a un repositionnement automatique du volant si vous changez de voie, par exemple, et que vous n'activez pas le clignotant. Maintien de cap, ça fonctionne, mais c'est très intrusif comme système. Alors, quand on dit que Volvo et Polestar sont actifs sur la sécurité, on peut le constater ici, mais ça ne vient pas uniquement avec un lot d'avantages. Il y a quelques irritants de conduite associés à tout ça en ce qui me concerne. Il y a d'autres éléments qui, moi, m'agacent sur le plan technologique et il me faut le mentionner. Il n'y a pas de bouton de démarrage. Je sais que c'est la même chose dans une voiture Tesla, mais ce n'est pas plus un avantage en ce qui me concerne. Et c'est à force d'utiliser le véhicule que j'ai pu le constater. J'ai stationné le véhicule dans mon garage à maintes reprises. Pas de possibilité de laisser un module de clé à bord, sinon le véhicule ne s'éteint pas et le véhicule est stationné dans la maison. Alors, il faut absolument sortir le module de clé ou le laisser à une distance considérable de la voiture pour qu'elle s'éteigne d'elle-même. Vous ne pouvez pas essentiellement gérer l'activation ou la désactivation de la voiture de vous-même. Tout se fait de façon électronique et ça, en ce qui me concerne, c'est un sérieux irritant. Même chose en ce qui concerne le verrouillage de la voiture. Il n'est pas possible de laisser la voiture déverrouillée. Si vous quittez, par exemple, la voiture de quelques mètres, elle va se verrouiller automatiquement. Les rétroviseurs vont se replier d'eux-mêmes et au final, ça ne vous laisse pas la latitude de faire ce que vous souhaitez. Pour X ou Y raison, vous pourriez vouloir laisser la voiture déverrouillée, mais ce n'est pas possible. Et le module de clé en soi n'est même pas doté d'un bouton de verrouillage ou de déverrouillage. Encore une fois, tout ça se fait de façon automatique. Les gens de chez Polestar me disent « Oui, mais vous allez utiliser votre appareil mobile pour faire tout ça », sauf que l'application en soi ne fonctionne pas toujours à merveille. Et je peux vous dire que là aussi, il y a des glitches d'exécution. Ça m'est arrivé avec une Polestar 2 notamment, de ne pas pouvoir déverrouiller la voiture avec l'application ou de vouloir ouvrir l'application. Celle-ci devait se faire une mise à jour. Je n'avais pas de Wi-Fi au moment où ça devait se faire et donc elle n'était pas fonctionnelle, ce qui m'empêchait de déverrouiller la voiture. Ce que j'ai donc compris, c'est qu'il est toujours plus prudent de traîner avec soi le module de clé, mais ce module de clé-là vous limite énormément dans la quantité des actions que vous pouvez faire. Il vous faut essentiellement approcher le véhicule, placer le module de clé sur le pilier, un peu comme avec une Tesla, et techniquement, la voiture va se déverrouiller d'elle-même.
Autre irritant, les poignées de portière qui se glissent à l'intérieur du panneau. Alors, ce sont des poignées qui ne sont pas manœuvrables physiquement. Elles sont motorisées et se rétractent d'elles-mêmes lorsque vous approchez le véhicule, mais elles ne peuvent pas rester déployées en tout temps et ça fait en sorte que souvent, si le module de clé ne veut pas fonctionner ou coopérer, bien, il y a un délai au niveau de l'exécution. C'est un autre irritant. Alors, la technologie, j'aime bien, mais en contrepartie, ça vient avec son lot d'irritants et je suis obligé de vous dire que j'ai vécu plusieurs situations désagréables avec cette voiture-là en quelques semaines à peine. C'est assez pour me freiner dans ma décision d'achat personnellement. Ce genre de technologie-là, il faut que ce soit au point, efficace et éprouvé, sans quoi j'en veux pas personnellement. Alors, je reviens maintenant sur la conduite de la voiture parce que là, on est ailleurs complètement. C'est pas une Polestar 2, c'est une voiture dont l'empattement est beaucoup plus long. C'est 3 mètres d'empattement, en fait. Les dimensions sont plus généreuses, c'est donc beaucoup plus confortable. Et là où le bas blesse, bien, c'est au niveau du choix du groupe Performance dans le contexte où vous circulez au Québec. Parce qu'évidemment, le groupe Performance vous donne droit à une suspension pilotée qui est encore plus efficace pour la conduite sportive. Ça vient aussi avec des roues de 22 pouces, mais tout ça composé avec les routes du Québec où il y a des nids de poules à outrance, bien, c'est carrément désagréable et ça brasse énormément. Évidemment que sur autoroute, lorsque vous circulez à vitesse de croisière et que les routes sont belles, c'est très agréable. Mais personnellement, j'irais avec des roues de 20 pouces, sinon en 21 pouces au maximum, et je ne choisirais pas la suspension sport, qui évidemment donne un petit peu plus de tonus à la voiture en conduite sportive, mais qui au quotidien ne change pas grand-chose. Alors gardez ça en tête. Vous allez avoir des freins plus performants aussi avec le pack Performance, des freins Brembo, mais est-ce que vous avez besoin de ça avec une voiture électrique qui peut se conduire aussi à une seule pédale selon le mode de conduite sélectionné? Je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire. C'est un peu la même chose avec le Polestar 3 qui vous offre un groupe d'options équivalents, mais que peu de gens vont choisir. D'abord parce que ça coûte cher. Deuxièmement, parce que ça vient avec un paquet d'inconvénients dans le contexte d'une conduite chez nous au Québec. La conduite est cependant très précise. J'aime beaucoup la direction. J'aime beaucoup le rouage intégral aussi sur des surfaces enneigées parce que ça mord. Il y a un contrepoids qui est très intéressant et on constate que les gens de chez Polestar ont travaillé pour rendre la conduite non seulement intuitive, mais aussi amusante. Et ça, c'est un facteur qui est très intéressant parce que ça a souvent été mis un peu de côté chez plusieurs produits Volvo, alors qu'ici, bien, on est complètement ailleurs. En fait, vous allez avoir un plaisir de conduire qui est équivalent à celui d'un Polestar 3, mais à bord d'une voiture. Et ça, pour moi, c'est un bel avantage quand même. Je reviens sur le fait que de choisir le pack Performance, ça vient avec son lot d'irritants, mais ça fait aussi en sorte que la voiture a un petit peu plus de personnalité et il y a des gens qui risquent d'adhérer à la proposition uniquement pour cette raison-là. Maintenant, au niveau de la technologie de recharge, sachez d'abord qu'il n'y a pas de port NACS sur cette voiture-là. La voiture est livrée avec un adapteur, bien sûr, mais elle est fabriquée du côté de la Corée et on n'a pas intégré de port NACS, que je trouve assez particulier. Ça pourrait venir dans un futur rapproché, alors on verra de ce côté-là. Mais vous allez quand même avoir une batterie de 100 kWh et une vitesse de recharge maximale à 200 kW. Alors, batterie de 100 kWh, ce que ça veut dire, c'est que c'est plus long à recharger, mais à 200 kW de vitesse de recharge, bien, ça permet quand même un ravitaillement de 10 à 80 % en 35 minutes dans les meilleures conditions, bien sûr. À la maison, par contre, si vous avez une borne un peu vieillotte, 32 ampères, bien là, ça risque de prendre 12 heures pour une recharge complète. C'est très rare qu'on recharge de 0 à 100 %, mais ça vous donne quand même une idée et ça vous indique l'inconvénient d'une batterie de si grande taille. Parce que les gens ne réalisent pas que d'avoir une plus grosse batterie, ça permet d'avoir un peu plus d'autonomie, mais ça vient aussi avec cet inconvénient d'une recharge qui va être plus longue sur une borne de niveau 2. Il faut donc apprendre à composer avec ces situations-là. Parce que si la voiture est pratiquement à plat, que vous avez une borne de 32, même 48 ampères à la maison et qu'il vous reste à peu près 50 km d'autonomie sur le véhicule, bien, ça prendra la nuit et peut-être un peu plus pour la recharger complètement
complètement. Donc, si vous arrivez tard le soir à la maison, ne pensez pas être capable de repartir tôt le lendemain matin avec une batterie pleinement chargée. Ça ne se pourra pas, alors que ça se peut avec une voiture dont la batterie est autour de 60-65 kWh de taille. Fait que ça, il faut le garder en tête. C'est pas une voiture électrique qu'on achète d'un premier coup. Souvent, les acheteurs de Polestar comme celle-là vont déjà avoir possédé des voitures électriques dans le passé. Du moins, c'est mon impression. Et donc, si on passe d'une voiture plus traditionnelle à un modèle comme celui-là, qui a une plus grosse batterie, il faut juste garder cette formule-là en tête. Sinon, au niveau de la consommation énergétique, ça veut dire autour de 23 kWh par 100 km pour un modèle à 4 roues motrices. Vous allez même consommer un peu plus avec le pack performance parce qu'évidemment, vous avez des roues de 22 pouces qui ont plus de résistance au sol. Et si vous optez pour un modèle propulsé, moins puissant, mais qui le fait quand même très bien, ça va être autour de 20,5 kWh par 100 km que vous allez consommer. Autonomie annoncée à 499 km pour le modèle propulsé, 451 pour un modèle à 4 roues motrices, mais 410 km seulement pour un modèle avec le pack performance comme on a ici. Ce que j'ai pu enregistrer comme consommation moyenne sur un peu plus de 2000 km avec la voiture, c'est pas compliqué, c'est 30 kWh par 100 km en saison hivernale. Ce que ça veut dire en réalité, c'est que ça vous donne une autonomie de 300 km en hiver, ce que je considère raisonnable. Mais encore une fois, gardez en tête que pour recharger la voiture, ça va être un petit peu plus long qu'avec certains autres modèles. Maintenant, je dois vous parler de performance. J'ai parlé de plaisir au volant, mais il faut aussi comprendre qu'ici, on a affaire à une voiture qui fait 536 chevaux de puissance. Une fusée d'accélération, évidemment avec l'activation du mode sport et avec toutes les fonctions de performance en marche, parce que vous pouvez gérer à peu près n'importe quoi via l'écran central. Pour boucler le 0-100 km/h, vous êtes en 3,8 secondes. Et vous savez quoi? C'est exactement le même temps pour une Audi S6 e-tron qui va vous offrir une puissance quasi équivalente à 543 chevaux. C'est un petit peu plus lourd du côté de chez Audi. Alors, rendu là, on parle de virgule. Mais ces deux voitures qui, pour moi, sont encore une fois très comparables. Dans l'écran central, vous allez donc pouvoir gérer plusieurs éléments. La fermeté de la direction, la sensation de la suspension. Est-ce que vous la souhaitez plus ferme, plus souple? Alors ça pourra vous appartenir. La gestion de la conduite à une seule pédale avec beaucoup de mordants ou pas du tout, où il y a un ajustement dans le milieu sinon. Évidemment, vous pouvez désactiver les assistants de conduite si vous le souhaitez également. Alors, il y a cette possibilité-là dans l'écran central. Et ce que j'aime aussi, c'est que lorsqu'on arrive au menu principal, il y a aussi cette possibilité de gérer les éléments qu'on préfère en faisant coulisser des applications sur l'écran central. Donc, vous pouvez tout personnaliser et ça, c'est un élément facilitatif pour ceux qui ne veulent pas justement devoir constamment naviguer à travers les différents menus. Ça peut rapidement devenir un élément distrayant, ce gros écran de 15,4 pouces. Alors, aussi bien personnaliser le tout et faciliter son utilisation. Et puis, pour la personnalisation de la présentation, on y va avec des thématiques de planètes, ce qui permet de changer, par exemple, l'éclairage d'ambiance, la couleur, l'écran de fond de cet écran de 15,4 pouces et de l'écran qui se situe derrière le volant. La Polestar 4, c'est donc une voiture qui demeure quand même très polyvalente, beaucoup de volume utilitaire. Et d'ailleurs, il y a un petit espace de rangement sous le coffre avant, 33 litres, c'est pas grand-chose, mais ça permet de placer quelques objets supplémentaires, un bidon de lave-glace par exemple, que vous n'aurez pas à mettre dans le coffre ici. Vous aurez constaté aussi qu'on scinde le haillon en différentes parties, comme si on avait voulu placer une lunette arrière et qu'on avait changé d'idée à la dernière minute. Et je me demande si on avait placé une glace ici à l'arrière, si on aurait eu une visibilité un tant soit peu intéressante. Je n'ai pas l'impression que ça aurait été le cas. Et c'est peut-être une des raisons qui explique pourquoi, en raison des lignes de la voiture, on a tout simplement choisi de remplacer la lunette par un panneau fixe et fermé pour ensuite y aller d'une caméra arrière. C'est un élément de design, encore une fois,
foi, très particulier, mais le fait d'avoir eu une lunette arrière, ça n'aurait probablement pas changé grand-chose et c'est la stratégie que Polestar a choisie. Alors, on verra si la clientèle adoptera cette formule-là ou pas, mais ça semble être une formule que Polestar va multiplier sur les futurs produits de la marque, si on se fie bien sûr à la Polestar 5, qui est la prochaine voiture à être commercialisée du côté de chez Polestar et qui sera encore beaucoup plus chère que la voiture qui est ici. On en est d'ailleurs rendu à parler de prix avec la Polestar 4, échelle de prix, transport, préparation, frais de concessionnaire inclus, de 68 050 à 73 050 $. Si vous choisissez un modèle propulsé, c'est 68 050 et c'est 5 000 $ de plus pour le modèle Dual Motor. Ensuite, vous ajoutez des options et des options, il y en a énormément. Sachez toutefois que si vous optez pour un modèle propulsé, bien, cette voiture-là est admissible à la subvention provinciale au Québec qui est de 2 000 $ taxes incluses, 1 740 $ plus taxes. Je ne l'ai pas comptabilisé ici parce qu'évidemment, dès qu'on ajoute des options, bien là, on passe le seuil du 65 000 $ et il n'y a plus rien qui s'applique. Et rares sont ceux qui choisiront une Polestar propulsée de base sans option. Ça n'existe en fait à peu près pas. Maintenant, la voiture qu'on a ici, elle est fardée d'options. C'est une des plus coûteuses qu'on peut obtenir du côté de chez Polestar. Près de 100 000 $ de facture, on va y revenir. Mais l'option qu'on a laissée de côté, c'est la peinture matifiée qui coûte 3 800 $ que vous pouvez obtenir en gris Stratus, sinon en couleur dorée. Ça ne fait pas l'unanimité, mais je vous dirais que c'est la seule couleur qui est un tant soit peu originale chez Polestar parce que sinon, vous êtes dans du gris noir-blanc. Il y a un bleu très pâle qui tire sur le gris qui est disponible, mais disons que le catalogue de couleurs est plutôt singulier, hormis encore une fois cette couleur dorée matifiée au coût de 3 800 $. Dans le cas qui nous concerne, c'est une option de 1 600 $, ce gris Neptune qu'on peut obtenir sur la Polestar 4 et qui est disponible sur à peu près tous les produits Polestar en fait. Alors, ce qu'on a comme option ici, d'abord le groupe performance, j'en ai fait mention en conduite, frein Brembo, suspension Polestar Engineer, donc plus ferme et gérable, roue de 22 pouces, les accents esthétiques de couleur dorée, donc incluant les étriers de frein, les capuchons de valves de pneus, les ceintures de sécurité. Alors, ça donne un petit peu de personnalité au véhicule. Ça, c'est un groupe d'options de 5 800 $. Le groupe Plus, c'est 6 800 $ supplémentaires. Alors, système audio Harman Kardon, visualisation tête haute, la décoration zinc à l'intérieur, le haillon à ouverture par le pied, ça fonctionne à peu près jamais, je vous le dis tout de suite. Éclairage d'ambiance à l'intérieur, le volant et les sièges arrière chauffants, l'écran arrière pour évidemment les passagers arrière, ça leur permet de gérer notamment le système de chauffage, climatisation. Vous allez avoir le logo de la calandre qui est éclairé et l'inclinaison du siège électrique arrière. Alors parce qu'on peut ajuster les sièges arrière de façon électrique, ça permet d'avoir plus de latitude. En matière de confort, en matière d'installation de sièges d'appoint aussi, alors ça, c'est un bel avantage. Toit de verre électrochimique, encore une fois, 1 900 $. Les bas de caisse de couleur assortie, parce que vous pourriez les avoir en noir matifié. Bien, ça, c'est une option de 1 300 $. Et comme je le mentionnais, cette couleur, c'est 1 600 $ pour un total de 94 000 $, transport, préparation, frais de concessionnaire inclus, avant taxe. Ça commence à être salé comme facture, mais on est au seuil de ce que coûte une Audi S6 e-tron qui, elle, va débuter à environ 97 000 $ pour une puissance équivalente, pour des performances équivalentes et d'une autonomie équivalente à celle de la S6 e-tron. On sait que l'A6 va offrir plus d'autonomie que la S6, mais dans le cas de la Polestar 4, évidemment, la meilleure autonomie qui soit, c'est avec un modèle à 2 roues motrices, ce que peu de gens vont choisir, je pense, bien qu'elle soit 5 000 $ de moins. Alors, je vous donne les prix en financement 72 mois, taux à 1,99 % pour une version propulsée de base, pour une version à 4 roues motrices de base et pour le modèle d'essai sur lequel on ajoute, comme vous avez pu le constater, énormément d'options. 1 056 $ en financement pour une Polestar 4 de base 72 mois, 1 140 pour les 4 roues motrices. L'écart est si faible que rendu là, je pense que ça vaut la peine d'aller aux 4 roues motrices, ne serait-ce que pour bénéficier d'une puissance supplémentaire
supérieure et d'une meilleure traction durant la neige. C'est aussi une voiture qui m'a impressionné lorsque j'ai pu la conduire sur le circuit de Mécaglis, complètement enneigé. Alors, les 4 roues motrices, ça fait vraiment du bon boulot. Ça vaut la peine. Mais dans le cas qui nous concerne, là, la facture grimpe 1 494 $ par mois sur 6 ans pour obtenir une Polestar 4 ainsi équipée avec le groupe Performance. Alors, ça commence à faire cher. On risque de s'ajuster, remarquez, parce que, évidemment, ce sont les prix de lancement pour la Polestar 4. Et on a vu les prix des Polestar 2, Polestar 3 fondre comme neige au soleil au fil du temps. En sera-t-il pareil avec la Polestar 4? Espérons-le pour le consommateur, quoique il y a des consommateurs qui ont été très déçus de payer un montant très élevé pour leur voiture et de constater par la suite que Polestar a baissé les prix drastiquement, ce qui a affecté négativement la valeur de revente du produit qui a été initialement acheté. Alors, il y a ça à considérer également. Location 48 mois, taux à 4,49 % à location de 20 000 km par année. C'est un peu moins compétitif au niveau des taux ici. Vous allez donc payer 911 $ par mois, taxes incluses, pour une Polestar 4 propulsée de base, valeur résiduelle à 31 142 $ plus taxes. Ensuite, pour le modèle à 4 roues motrices, 1 003 $ taxes incluses par mois sur 4 ans, valeur résiduelle à 32 715 $. Alors, il y a à peine 1 500 $ d'écart de valeur résiduelle entre le modèle propulsé et le modèle à 4 roues motrices, alors que l'écart initial est de 5 000 $. Difficile de comprendre le tout, mais ça explique pourquoi il y a une différence de 100 $ par mois sur le paiement de location, parce que essentiellement, vous allez payer pratiquement le rouage intégral au complet en supplément par rapport au modèle propulsé. Ça vaut encore la peine, cela étant dit, considérez-le. Et dans le cas qui nous concerne, vous allez payer, c'est pas compliqué, pratiquement 350 $ de plus par mois que pour un modèle de base à 4 roues motrices. C'est 1 351 $ par mois, taxes incluses, à la location 4 ans pour cette voiture-ci, avec une valeur résiduelle à 41 360 $. Ça commence à faire des sous. Il faut aimer la formule, il faut y croire et il faut surtout être prêt à composer avec une technologie qui n'est pas nécessairement encore au point et qui demande des ajustements et des mises à jour info-nuagiques multiples. Ça, pour moi, c'est l'élément le plus décevant de la Polestar 4 et à ne pas choisir dans le contexte où vous roulez chez nous au Québec, le groupe Performance en 22 pouces. C'est incroyable comment ça cogne dur. Il n'y a pas de latitude et ça ne vaut donc pas la peine de choisir cette option-là. Cela étant dit, je conclus en mentionnant que c'est une voiture qui a cet avantage d'être très originale. Si seulement on avait des teintes un peu plus originales, ça serait encore plus le fun, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui vont adhérer à la proposition de Polestar parce que c'est une voiture très amusante à conduire, très complète dans son approche. Je pense seulement qu'il faut être prudent et raisonnable au niveau du choix des options parce que, comme vous pouvez le constater, la facture peut grimper assez rapidement.